Très bien, je pense que nous pouvons commencer le débat dînatoire sans repas. Alors nous avons le grand plaisir d'inviter donc plusieurs conférenciers qui vont être présentés dans quelques instants. L'Université catholique de Louvain est une université ancienne. Malgré son âge et son expérience, elle a pour mission d'aider à penser le futur, notamment dans des paradigmes alternatifs. Cela fait partie de sa mission au service de la société, mais également au service de la recherche et de la qualité de l'enseignement. Je voudrais tout particulièrement souhaiter la bienvenue au professeur Tim Jackson et je voudrais également accueillir très chaleureusement dans les murs de l'université des membres de la société civile. Nous sommes dans une université qui se veut aussi le lien du débat avec les partenaires de la société civile pour discuter et envisager des trajectoires d'avenir, il peut en exister plusieurs, qui sont possibles pour notre société. Merci et bon débat. Bien, merci Monsieur le Recteur pour cette présentation et cette invitation au débat. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'avoir rejoint cet auditoire. Mon rôle en tant que journaliste va être bref. Je ne suis pas ici dans le cadre de la RTBF, je suis ici dans le cadre d'une volonté d'accompagnement en quelque sorte de ce débat et de facilitateur. Avant de céder pour un premier statement à Tim Jackson le micro, je voudrais vous donner un petit aperçu de la méthode de travail. Nous allons entendre un premier exposé parce que nous sommes forcément au départ tous inégaux devant l'information. Un rapide exposé introductif dynamique de la part de Tim Jackson sur la portée de ses recherches et de ce qu'il promeut, des idées qu'il promeut, et puis ensuite nous entrerons dans une première série de réactions croisées des autres invités ici autour de la table que j'aurai l'occasion de vous présenter à ce moment-là, avant d'ouvrir très brièvement ensuite à 3 ou 4 maximum réactions de votre part, sachant que nous devons avoir quitté les locaux ici au plus tard, à 13h55. Je m'en voudrais, certains ont des cours qui commencent à 14h, je m'en voudrais d'installer un climat qui encouragerait certains à brosser les cours, même sous l'œil bienveillant de l'autorité suprême. Voilà, merci pour votre participation, ce qui veut dire d'ores et déjà que tout à l'heure, lorsque vous aurez la parole, ce sera pour une intervention brève, plus brève que la mienne, mais moi j'ai une excuse, je suis journaliste, donc forcément long. Bien, Tim Jackson, it's my pleasure now to give you... C'est avec beaucoup de plaisir que je vous donne la parole et vous avez en fait la présidence de la réunion. Merci, c'est génial de retrouver autant de monde ici. Je reconnais certaines d'entre vous. Vous êtes un peu au fait, au courant de ce que je vais dire, de ce que je pense. Et voilà, c'est pas évident de résumer en 4 minutes et demie le travail de 25 ans. Je vais vous parler un petit peu de la prospérité sans croissance. Pourquoi? Eh bien, pourquoi se poser pareille question concernant la société avec cette base de croissance? Il y a 3 raisons, en fait. La première raison, motivée peut-être par ce qui s'est passé voici 2 ans, la société avec cette base, il y avait cette idée d'expansion monétaire. C'était basé sur cette formule, ce format d'expansion monétaire. Et puis, il y a la question de la déréglementation. Et puis, les instruments financiers ont prouvé qu'ils n'étaient pas stables et s'en sont allés à volo. Et c'était quasiment, on a évité de justesse le cataclysme. Et bon, la question est de savoir comment on va pouvoir reprendre du poil de la bête, corriger le tir, et il faudra mieux asseoir nos théories à l'avenir. Il y a cette question de stabilité financière, et cette question est peut-être un peu loin de nous. Deuxième raison pour se poser des questions par rapport à ce modèle, eh bien, c'est parce que
la distribution, la ventilation n'a pas été équitable. L'exercice d'équilibrage n'a pas été correct. Et c'est vrai que les nations de l'Ouest ont tiré tous les avantages de ce système au niveau de la richesse, de la sécurité sociale, sécurité économique, etc., jusqu'à un certain point. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu une distribution équitable de par le monde. Il y a 2 milliards de gens qui vivent dans des conditions de malnutrition, sans accès à l'eau potable ou à l'électricité. On est à près de 9 milliards. On sera à près de 9 milliards en 2050. Et puis finalement, et là, c'est également très important, on ne peut espérer avoir un monde ou atteindre un point d'équilibre ou des points d'équilibre et d'avoir cette équité, parce que c'est vrai qu'il y a le fait qu'il y a des barrières, des obstacles écologiques, il y a les questions de déforestation, il y a la question des sols souillés, la pollution de l'atmosphère, il y a la dispersion de produits chimiques toxiques, etc. Tous ces problèmes, enfin, ces problèmes sont exacerbés par une économie croissante. Et vous savez, la question, ici, on ne parle pas franchement ou uniquement de luxe ou d'un exercice. Il faut voir ce qu'on peut faire. Il faut tenir compte de tous les paramètres. Et puis la question est comment peut-on atteindre une prospérité équitable en tenant compte du monde dans lequel on évolue, et on sera, comme je l'ai dit, en 2050 à 9 milliards d'habitants. Et puis, on doit se poser des questions sur le modèle économique à proprement parler. Y a-t-il une réponse à la question dans la politique actuelle? Est-ce qu'on doit atteindre nos objectifs via la technologie? Est-ce qu'on doit atteindre nos objectifs via une voie de croissance, via une approche capitaliste? Doit-on justement utiliser les moteurs du capitalisme disponibles? Vous savez, il y a des points assez centraux dans mon livre. Il y a la question, par exemple, de savoir si toutes ces suppositions sont des suppositions réalistes. Sur la base de l'histoire, on doit tirer des conclusions comme quoi, non, on n'a pas franchement progressé comme on aurait dû progresser. Il y a des innovations fantastiques, certes, et il y a des améliorations d'efficience extraordinaires, mais néanmoins, on n'a pas réduit l'impact écologique des actions humaines sur la planète, liées aux actions humaines sur la planète. Et puis, ensuite, il faut se poser la question, est-ce qu'on pourra franchement atteindre pareille transformation à l'avenir? Et les chiffres ne sont pas tout, mais en tout cas, les chiffres sont une indication. Et puis, il y a éventuellement des suppositions héroïques. Et vous savez, on aurait besoin de niveaux technologiques incroyables et il faut se poser des questions par rapport à la base de croissance en tant que telle. Moi, mon intention, je ne suis pas là pour réfuter tout ce qui est supposition héroïque. Certaines suppositions héroïques avec dans ce concept de prospérité sans croissance, bon, sont louables. Mais si on fait des suppositions magiques, héroïques quant au pouvoir de la technologie, eh bien, il faut se poser la question, est-ce possible dans notre société? Est-ce qu'on a des institutions judicieuses? Est-ce dans notre nature? Est-ce que cela fonctionne? Se dire qu'on va abandonner le consumérisme qui nous a été si utile jusqu'à présent, qui a été la base, la plateforme même pour une croissance stable au niveau économique. Est-il concevable que ce même système nous sortira de tous les problèmes créés? Je ne revendique rien de neuf en suggérant, comme Einstein l'a fait d'ailleurs, voici des décennies, qu'on ne peut résoudre les problèmes
avec le même niveau de pensée qui a déclenché les problèmes au départ. Non, c'est-à-dire qu'il faut une transformation radicale, faire un 180 degrés. Il faut pouvoir sortir de la boîte, songer en dehors des institutions qui nous ont menés à ceci. Et puis, il faut se poser la question, des questions profondes quant à notre manière d'organiser la société, la manière dont on songe à la nature humaine. A-t-on un modèle? C'est quoi être humain finalement? Et puis il y a les objectifs. Est-ce que ce modèle est précis? Est-ce que ce modèle est tout simplement un véhicule par rapport au consumérisme matériel? Et bon, moi j'argumente fermement, et bon, je dirais que c'est ma conviction profonde. En plus de la science dont j'essaie de tenir compte, je dirais que le genre de société que nous avons basé sur une approche individualiste, matérialiste par rapport à la nature humaine, c'est un appauvrissement de l'esprit humain. Il y a des manquements énormes. Il faut reconnaître la profondeur de l'être humain. Si on prend tout ce qui est littérature, musique, art, l'apprentissage religieux, etc., la sagesse, je veux dire, ce concept ne se retrouve pas dans tous ces éléments. Franchement, ce concept est totalement erroné. On doit corriger le tir coûte que coûte. Dans le processus, apparemment, nous ne sommes pas dans un lieu complexe, obscur, où on nous force la main au niveau des contraintes par rapport à la qualité de la vie, par exemple. Non, nous sommes dans un lieu où il est possible de se libérer de mauvaises conceptions en ce qui concerne la conception, par exemple, de l'être humain. Et cette promesse de liberté est, je pense, le message positif que j'essaie de transmettre quand je parle de prospérité sans croissance. Et j'ai argumenté dans le sens que la prospérité, qui en fin de compte est un mot qui vient du mot espoir, il s'agit d'espoir, d'attente pour une bonne vie en fin de compte. Espoir, attente pour nos enfants et également pour leur avenir et pour les enfants de nos enfants. Ces espoirs, ces attentes sont minés par une chose plutôt simple. La question de la prospérité, revenu, je dirais, et j'argumente dans ce sens-là depuis belle lurette et également dans le livre, il faut revendiquer cet espoir au cœur d'une vision logique allant dans le sens d'une prospérité à long terme. Je vous remercie. Tim Jackson, mais vous le savez, qui est enseignant et qui enseigne le développement durable à l'université de Surrey, qui est commissaire à la Commission britannique au développement durable. Nous avons également donc à mes côtés Philippe Defeit, économiste, président CPAS de Namur, Thierry Jacques, qui préside le MOC, le Mouvement ouvrier chrétien, et Thomas Lezen, qui nous vient en direct de la FEB. Vous ne vous étonnerez pas, Thomas Lezen, si je me retourne tout d'abord vers vous. Il est évident que lorsque l'on parle de prospérité sans croissance, de développement durable, d'économie durable, on a souvent tendance à considérer que l'entreprise, le patronat est l'encenseur de la thèse adverse et le pire frein. Je sais que personnellement, vous nous avez déjà confié que ce n'était pas tout à fait le cas. Alors, quels sont, selon vous, de votre lecture, les points sur lesquels vous pourriez, je dirais, quasiment immédiatement vous installer et vous approprier, s'il y en a? Bien, donc d'abord, effectivement, vous savez, je me suis déjà d'ailleurs exprimé, je pense, plusieurs reprises dans cet auditoire sur mon adhésion au concept de développement durable et je crois, je partage toute une série des inquiétudes que Tim Jackson exprime sur la possibilité de continuer à conjuguer la nature exponentielle de la croissance démographique avec la nature exponentielle de la croissance économique et comment ça va se heurter aux limites écologiques de la planète. Je donne toujours l'exemple, si la Chine ne fait que croître pendant encore 20 ans en 8% de l'an, ils auront le niveau de vie des États-Unis aujourd'hui. S'ils adoptent le même style de vie dans 20 ans que les États-Unis aujourd'hui, eh bien, l'impact sur la planète serait absolument désastreux. Donc, le besoin de changer, je le partage tout à fait. Deuxième chose, je dirais que le monde de l'entreprise a évidemment
des vues divergentes sur le sujet. Je crois qu'il y a des entreprises très progressistes dans le domaine. Ma société Umicore, je viens de l'apprendre ce matin, a été nommée la fifth most sustainable enterprise in the world. Donc, ces critères sont toujours un peu flous, mais donc, pour vous dire que nous, on a certainement, avec Umicore, investi dans ce domaine-là, devenir leader mondial dans le recyclage des métaux rares, devenir un leader dans les matériaux pour le photovoltaïque, devenir un leader dans les pots catalytiques pour des émissions propres, des batteries rechargeables, etc. Donc, je crois que le monde des entreprises, non, n'est pas uniforme par rapport à ça. Il y a des gens qui croient vraiment au modèle très traditionnel. Il y a beaucoup d'entreprises qui croient à ce qu'il y a un défi considérable devant nous, mais où effectivement le monde de l'entreprise a aussi un rôle très important à jouer comme un moteur de l'innovation, parce que je crois que l'innovation reste quand même une partie importante de la réponse, mais aussi en changeant certains comportements. Donc, maintenant, pour revenir vraiment à votre question, je crois que beaucoup des directions que Tim Jackson indique, je suis intellectuellement tout à fait prêt à accompagner dans ce même sens. Que ce soit pour fixer des limites d'émissions, bon, c'est le processus qu'on a essayé pour le CO2 dont on sait combien il est difficile. L'éco-fiscalité, même la FEB a plaidé à plusieurs reprises que c'était un des leviers qu'il fallait poursuivre. Je crois une macroéconomie sans croissance. Je crois que c'est un concept, à un moment donné, je crois qu'effectivement, il faudra y arriver parce que les limites de la planète sont telles, mais je crois que c'est encore un concept difficilement imaginable et je n'ai pas lu non plus une explication très claire comment ça pourrait fonctionner. Je crois dans une certaine mesure, on va un peu l'apprendre. Je crains, si vous voulez, ou je l'espère, selon le point de vue, dans les années à venir. Je crois qu'en Europe et aux États-Unis, en tout cas, notamment dû au surendettement que Tim Jackson décrit, on ira vers une période de croissance très lente. Je crois que même pour les États-Unis et le Royaume-Uni, les pays les plus surendettés au niveau individuel, je crois que l'impact sur la croissance des années à venir sera très fort, de devoir redresser ces excès. Et donc, on devra apprendre à vivre comment nos modèles sociaux peuvent tenir dans un environnement avec très peu de croissance. Évidemment, les pays émergents, eux, ne sont très loin de penser ou d'être prêts à renoncer à la croissance encore. Donc, je dirais, bon, et on peut peut-être, je ne vais pas monopoliser le temps de parole trop longtemps, on peut revenir sur certains de ces points plus tard. Je crois que beaucoup de ces directions sont valables, ou en tout cas méritent intellectuellement d'être poursuivies. Et dans certains cas, il le faudra, parce qu'on se heurtera à ces limites. Moi, j'en suis personnellement intimement convaincu. Mais tout le défi, c'est de le faire fonctionner dans un monde où, psychologiquement, les gens, les électeurs dans les démocraties, les dirigeants autocratiques dans d'autres pays ne sont aujourd'hui pas mentalement prêts à cela. Comment on voit déjà les difficultés des tentatives actuelles. En fait, imposer cette voie-là demande une solidarité interpersonnelle, une solidarité intercontinentale et une solidarité intergénérationnelle. On voit déjà, et je ne parlerai pas spécifiquement de ce pays, mais enfin, combien c'est difficile la solidarité interpersonnelle, même entre ouvriers et employés. On vient de négocier un accord interprofessionnel où ce concept-là n'est pas accepté par tout le monde. Je ne parlerai pas du communautaire. Donc, tout cela, comment dans une démocratie faire accepter ces contraintes, ça sera le vrai défi. Et bon, dans une dictature comme la Chine, où il y a une capacité parfois
de développer une vision à plus long terme que dans une démocratie, quand même, vous voyez que la légitimité du système tient à leur capacité de délivrer la croissance que les gens entendent. Donc, le grand défi, c'est ces pistes. Je crois que je ne suis pas d'accord sur tout et j'ai des remarques pointues à faire sur toute une série de sujets, mais je crois que ce sont des pistes à réfléchir. Mais le vrai défi est comment est-ce qu'on peut évoluer vers ça dans un contexte essentiellement démocratique. Et donc, ça sera le défi pour les 20-30 ans à venir, parce que c'est dans ces délais-là que ces questions vont se poser avec toute l'acuité. Merci Thomas Lezen pour cette première, je dirais, mise en jambe. Je me tourne vers Thierry Jacques tout d'abord. Comment, alors, du point de vue du monde, on va faire court ouvrier, employé du monde du travail, comment perçoit-on les choses? Quels sont les éléments concrètement positifs sur lesquels vous pouvez aujourd'hui fonder votre programme? Bien, donc de manière générale, ce qui me semble-t-il est à la fois enthousiasmant et intéressant et en même temps très difficile dans la réflexion et dans le livre de Tim Jackson, c'est qu'il nous invite à sortir du cadre. Si je me situe vraiment dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui en Europe, je parle donc des pays riches, la crise que nous connaissons, nous pensons, nous, que c'est une crise qui s'est développée sur les inégalités, que c'est vraiment là qu'il faut voir les origines de cette crise ou de ces crises multiples et à répétition, des inégalités qui sont devenues gigantesques, et qu'on est d'une certaine manière avec une crise de la répartition. Et donc on a deux possibilités par rapport à ça, et c'est ce qu'on voit se passer aujourd'hui en Europe. Soit on mène des politiques d'austérité compétitive, et on développe des politiques qui diminuent, qui réduisent la protection sociale, qui réduisent l'État et les services publics, etc. C'est un peu ce qui se passe, par exemple, en Grèce, en Irlande. Et donc, faisant cela, à terme, on détruit ce qu'on pourrait appeler le modèle social européen, c'est-à-dire une manière de vivre en société qui fait qu'on essaye que chacun y ait sa place. Soit on fait autre chose, comme l'Allemagne, c'est-à-dire qu'on mène une politique de relance qui est un peu quand même, parce que c'est à la mode, il faut le dire, matinée de verre. Donc on va réfléchir plutôt aux voitures propres. Je ne sais pas ce que c'est des voitures propres, mais voilà. Mais le résultat, c'est aussi, et c'est ce qui se passe en Allemagne, une politique qui conduit à précariser davantage le monde du travail. Il y a aujourd'hui en Allemagne beaucoup plus de contrats atypiques qu'il y a quelques années. Il y a beaucoup plus de travailleurs pauvres qu'il y a quelques années. Et donc on arrive à une situation du même type. Et ça, c'est un peu les deux types de politiques qui sont menées aujourd'hui. Austérité compétitive ou relance en précarisant d'une certaine manière davantage le monde du travail, en flexibilisant le monde du travail. Et ce qui est intéressant dans le livre de Tim Jackson, c'est qu'il nous invite à sortir de ce cadre classique de pensée, puisqu'on voit bien qu'avec ces deux types de politiques-là, on retourne dans le mur. Si on est d'accord pour dire que la crise est basée sur les inégalités, eh bien, voilà deux types de politiques qui renforcent encore les inégalités. C'est un peu comme si on soignait le mal par le mal. Alors, je sais que pour des étudiants, un lendemain de gain d'ail pour la gueule de bois, c'est peut-être bien, mais pour le développement du monde et de l'économie, je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne formule. Et donc, Tim Jackson nous propose de sortir du cadre. Alors, je disais, c'est enthousiasmant, et c'est en même temps très difficile, parce que la croissance, c'est justement quelque chose auquel nous restons, qu'on le veuille ou pas, et au-delà de nos réflexions, nous restons attachés dans le monde du travail. D'abord parce que c'est la croissance qui a permis que le monde du travail a amélioré de manière extrêmement importante sa situation. Sans croissance, nous serions toujours dans une situation qui n'aurait rien de comparable avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la croissance qui a permis le développement par le compromis social, le développement de la protection sociale, le partage des richesses, etc. Donc, il est normal que dans notre tête, parce que ça fait partie de notre histoire, la croissance reste un concept auquel on reste attaché. Donc c'est difficile de se dire
pour le monde du travail, est-ce qu'il ne faut pas sortir de ce concept et y réfléchir sérieusement? Deuxièmement, c'est aussi la croissance qui a permis de créer de l'emploi et d'avoir, pendant un certain nombre d'années, une société du plein emploi. Mais constatons aujourd'hui, et c'est là que l'invitation de Tim Jackson nous oblige à revoir notre mode de pensée, constatons aujourd'hui que cette croissance, d'abord aujourd'hui, ne crée plus suffisamment d'emplois que pour pouvoir répondre à ce qui est quand même un des enjeux majeurs de nos sociétés, c'est-à-dire le chômage et en particulier le chômage des jeunes. Nous savons bien qu'avec même 2% de croissance, nous n'avons pas de création nette d'emplois qui permet de répondre de manière véritablement décisive au problème du manque d'emploi pour les jeunes. Deuxièmement, constatons aussi que la croissance, et davantage encore ce qui s'est fait ces dernières années, s'est accompagnée d'une forte détérioration de la relation au travail, des conditions de travail, de la qualité du travail, des types de contrats. Je parlais de la précarisation, de la flexibilisation. Donc, c'est un deuxième élément qui montre bien, évidemment, que ce concept de croissance doit être complètement revisité. Et tenant compte de cela, nous sommes donc aujourd'hui, grâce à cette invitation de Tim Jackson, face à une obligation de revoir les choses. Alors, simplement et très rapidement, quelques pistes qu'il évoque. D'abord, le levier fiscal, le levier de la redistribution des richesses pour pouvoir faire des choses ensemble. C'est aussi difficile. Pourquoi? Parce que voilà bien quelque chose qui fait partie du combat du monde du travail, du combat ouvrier, que ce soit le levier fiscal ou que ce soit la protection sociale. Mais vous savez comme moi que de plus en plus, un certain discours ambiant et malgré tout l'effet de l'ultralibéralisme, du néolibéralisme qui s'impose un peu partout, conduit à ce que même le monde du travail ne saisisse plus de manière suffisamment claire et n'adhère plus suffisamment à cette idée très importante, essentielle, qui est que nous devons mettre ensemble des moyens pour faire du social et du collectif. Je n'ai jamais été aussi frappé, ou j'ai rarement été aussi frappé dans ma vie que quand j'ai vu un militant syndical du secteur non marchand manifester il y a quelques années d'ici avec une pancarte qui demandait de payer moins d'impôts. Je trouvais que c'était quand même significatif de cette difficulté à maintenir un lien fort, une adhésion à l'idée de l'impôt, à l'idée de la redistribution. Donc le levier fiscal est extrêmement important et si on veut effectivement s'attaquer aux inégalités, il a évidemment toute sa place. C'est un élément. Deuxième élément qui est repris aussi, c'est la question du temps de travail. Et j'aime en parler parce que je crois que le sujet revient tout doucement au devant de l'actualité, alors que pendant quelques années on l'a un peu abandonné. Et le débat est un peu miné en Belgique et dans les pays qui nous entourent par le fait qu'il y a aujourd'hui une pensée unique sur le fait qu'il faut travailler plus longtemps, qu'il faut des carrières plus longues. Alors, on ne va pas faire ce débat-là aujourd'hui, mais je pense en tout cas, nous pensons en tout cas, et c'est la réflexion que nous menons dans mon mouvement et dans les organisations comme la CSC, qu'il faut réfléchir si on devait allonger le temps effectif de travail, il faut absolument avancer sur l'allègement du temps de travail pendant la carrière. Donc on peut peut-être allonger, mais il faut alléger. Et il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes qui fassent qu'on répartisse mieux le travail. Sinon, alors soyons cohérents et admettons que nous condamnons au chômage, au manque d'emploi, à l'absence de toute espérance, une génération entière, voire davantage de jeunes qui sont aujourd'hui totalement exclus du marché de l'emploi. Donc la question de la répartition du temps de travail, à nouveau parce que de toute façon la croissance ne permettra pas de créer de l'emploi en suffisance, elle est absolument essentielle dans le modèle que Tim Jackson nous a présenté.
Bien, merci pour cette première mise en jambe. Philippe, de fait, la grande difficulté, lorsque d'autres ont déjà parlé, c'est évidemment à la fois de vous inviter à ne pas dire la même chose, mais je sais que ça, vous êtes parfaitement en mesure de le faire, et en même temps, de prendre toutes vos casquettes. J'ai cité économiste, président de CPS, mais je n'oublie pas que ça fait quelques décennies quand même que vous êtes acquis à un certain nombre d'idées sur le plan politique que Tim Jackson défend ici. Alors, comment voyez-vous l'évolution des choses? Est-ce que le discours et la pratique évoluent, ou est-ce qu'on reste dans le discours un peu incantatoire sans passer à l'action? Pour répondre très rapidement à cette question, M. Kakelberg, on reste largement dans les mêmes traces, dans les mêmes ornières, et c'est un des intérêts du livre de Tim Jackson, c'est de montrer qu'on doit et qu'on peut en sortir de ces ornières. Mais si vous permettez, je vais m'exprimer pendant quelques instants maintenant comme président de CPS. Supposé être un observateur de ce qui se passe dans la partie la plus précaire et la plus pauvre de nos sociétés. Et de ce point de vue-là, le passage le plus intéressant de votre livre, M. Jackson, c'est bien les chapitres où vous évoquez les travaux de Sen, mais où vous les prolongez, vous les mettez en perspective, vous leur donnez une nouvelle, je vous dirais, une nouvelle perspective. Première question, vous posez la question, est-ce que la prospérité se traduit en opulence? Pour les pauvres en tout cas, pour le bas de l'échelle des revenus, on ne peut même plus rêver aujourd'hui d'opulence. M. Jackson rappelle à juste titre que la consommation est un langage social. Et je voudrais vous en donner une illustration de ce que cela peut être et représenter tout en bas de l'échelle des revenus. C'est le témoignage d'une jeune mère de famille extrêmement précaire, extrêmement pauvre, qui dit ceci: le luxe, ce serait de pouvoir s'offrir du Nutella. Mais ajoute-t-elle tout de suite, du vrai Nutella. Je pense que tout en bas de l'échelle des revenus, la question de l'opulence, on y a répondu, elle ne se pose pas, hein. Elle n'existe pas. Deuxième question, la prospérité génère-t-elle aujourd'hui des capacités d'épanouissement? Et je vais relire ici une toute petite phrase de Sen que M. Jackson cite. C'est une série de questions. Sont-ils bien nourris? Sont-ils à l'abri de toute maladie évitable? Vivent-ils longtemps? Peuvent-ils prendre part à la vie de la communauté? Paraître en public sans honte et sans se sentir déshonoré. Trouver un emploi qui en vaille la peine, toujours avec des points d'interrogation. Se chauffer. Mettre à profit leur éducation scolaire. Rendre visite à leurs amis et relations s'ils le souhaitent. Tous les indicateurs montrent que tout en bas de l'échelle des revenus, la réponse à la plupart de ces questions est négative, mais aussi se détériore. Pas nécessairement sur le long terme. Si on compare même la situation matérielle des personnes tout en bas de l'échelle des revenus par rapport à celle qu'ils pouvaient connaître dans les années 50 ou 60, il y a une amélioration. Mais si on prend la période plus courte des 20 dernières années, la réponse à ces questions est négative et la plupart des indicateurs se détériorent. Parce qu'il est souvent répondu que certes la croissance, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, ne permet pas de réduire les inégalités relatives, mais au moins qu'elle améliore la situation absolue en bas de l'échelle des revenus. Ce n'est pas vrai. Plus exactement, je pense que ça n'est plus vrai. Cela l'a été, mais cela ne l'est plus. Un exemple, le pouvoir d'achat pour ceux qui sont tout en bas de l'échelle des revenus a baissé d'environ 5% au cours de la décennie écoulée. Il ne s'agit plus de dire que tout le monde profite et qu'il y a des miettes pour les pauvres. Non, aujourd'hui, on retire des miettes aux pauvres. Les inégalités, par exemple, en termes d'espérance de vie en bonne santé, restent scandaleusement élevées et ne se réduisent pas aujourd'hui. Trouver un emploi épanouissement, vous rêvez, il n'y a pas d'emploi tout court pour les personnes tout en bas de l'échelle des revenus. L'accès aux capacités d'épanouissement
sont compromises dès le départ par des scolarités chaotiques qui commencent à l'âge de 3 ans. Mais vous me direz, à juste titre, quel lien avec la croissance? Ou en tout cas avec la croissance telle qu'elle se développe au cours des 20 dernières années dans nos pays. Pour moi, ce lien est évident. C'est bien la croissance telle qu'elle fonctionne qui contribue à creuser la situation tout en bas de l'échelle des revenus. La mondialisation du marché du travail en est une. Les changements, la sophistication, la complexification, le stress, la rapidité, intrinsèquement liés à la croissance. J'aurais presque tendance à utiliser un terme consubstantiel à la croissance, est quelque chose qui met hors jeu un certain nombre de personnes qui ont au départ moins de compétences ou moins de capacités de résistance. On ne dira jamais assez à quel point la frénésie qui est nécessaire aujourd'hui dans le monde qui croît est pénalisant pour une série de personnes qui ne sont tout simplement pas armées physiquement, psychologiquement, pour faire face à cette frénésie et à ce stress. Exemple de complexification, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que la libéralisation du marché de l'électricité, qui à certains égards est un moteur de croissance dans le secteur, c'est un moteur de croissance à jouer manifestement contre les personnes en bas de l'échelle des revenus. Je crois très honnêtement que si on prolonge les trends, certains ont raison de dire et de penser qu'on peut faire fonctionner et croître l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui avec 20, 30 ou 40% des personnes qui restent en dehors du chemin. Cela est malheureusement, dans la logique actuelle, parfaitement possible et ne fera évidemment qu'aggraver la situation des plus précaires. J'ai terminé mes études en 77, économiste. Et depuis 77, j'entends la même rengaine. Plus de croissance résoudra le problème du chômage et le problème de la pauvreté et de l'exclusion. Les faits donnent tort à cette rengaine que pourtant on continue de répéter beaucoup, y compris dans les programmes politiques. Le défi maintenant, c'est quoi? C'est que les personnes dont je viens de parler, dont j'ai essayé de parler, sont les personnes qui probablement gagneraient le plus au monde, aux perspectives que dégage Tim Jackson dans son bouquin. C'est probablement eux qui gagneraient le plus. Par exemple, je pense que le passage de services fournis, de la possession individuelle à des services fournis est relativement susceptible de profiter aux personnes en bas de l'échelle des revenus. Je pense qu'un revenu de base aussi, évoqué peut-être pas assez dans le livre de Tim, est aussi quelque chose qui peut jouer. L'insertion sociale joue en faveur des personnes les plus précaires. Mais la difficulté sera encore plus grande que pour d'autres catégories sociales de les faire participer à ce changement dont nous avons besoin. Merci. Voilà. Tim, I will come back to you. Tim, je voudrais me tourner vers vous à nouveau pour savoir si vous souhaitez réagir à ces quelques interventions. Oui, merci pour ces interventions. Je pense que c'est tout à fait passionnant et je voudrais revenir brièvement sur quelques-unes de ces observations. Je pense qu'il est très important à ce moment décisif d'établir une distinction entre les idées d'une politique d'austérité et les idées d'une prospérité sans croissance. J'ai l'impression que ce serait tout à fait impardonnable d'un point de vue idéologique d'adopter des politiques d'austérité qui viendraient punir les travailleurs et les personnes les plus pauvres de la société, alors que nous sommes à un tournant décisif de la société et nous avons toujours récompensé de façon systématique les architectes de l'effondrement financier. Et je pense que c'est cela que dit la politique d'austérité. On dit que la seule façon de
résoudre la dette qui est liée à la recapitalisation des institutions financières, eh bien, c'est d'imposer des taxes supplémentaires sur l'homme de la rue, l'homme ordinaire. Et ceci a un impact sur les conditions de travail des citoyens. Et ceci viendrait en fait récompenser les crimes commis par les institutions financières. Je pense que c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup. Je ne vois pas pourquoi les gens devraient accepter ce type de logique. Et je ne pense pas que l'on continuera à accepter cette logique très longtemps. Je pense que la réaction à ces politiques d'austérité seront assez frappantes. Je pense qu'il y aura beaucoup de perturbations sociales que l'on n'aura pas vues depuis très longtemps. Je pense qu'il est vraiment essentiel d'établir une distinction entre cette vengeance idéologique par rapport au secteur financier et la récompense que l'on pourrait donner aux gouvernements anciens pour les erreurs commises et ce concept de prospérité sans croissance. Et je pense qu'il est important ici de revenir sur les quelques éléments qui sont repris dans mon livre. Et vous avez notamment parlé de la pauvreté et Philippe a lu une citation en essayant de définir la pauvreté et je pense que ceci est un bon reflet de la littérature que l'on trouvait déjà dans les années 70, par exemple. Peter Townsend parlait de la pauvreté en parlant du fait qu'il y a un lien entre la prospérité et la pauvreté. La prospérité permet d'avoir accès à certaines possibilités. Cela permet également de participer à la société, alors que la pauvreté, parfois, est marquée par une absence de revenus, une absence de ressources matérielles, mais cela vous empêche également de participer à la société. Donc, c'est quelque chose qui vous empêche de prendre part activement à la société. Donc, je pense que dans mon livre, on parle justement de cette comparaison entre la prospérité et la pauvreté. C'est vrai que la pauvreté a déjà été mentionnée dans bon nombre d'ouvrages littéraires, puisqu'il s'agit de quelque chose qui touche beaucoup de familles. Alors, où en est-on aujourd'hui? Je pense qu'il est intéressant d'y réfléchir parce qu'il est vrai que la croissance a généré certains avantages, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais cela a également été à l'encontre de toute une série de phénomènes positifs et cela n'a jamais été une stratégie réussie à 100%. Même si la croissance a permis de générer de l'emploi, cela a également eu une incidence sur la productivité parce que, bien entendu, il faut garder cette productivité pour maintenir le taux de croissance. Donc, je dirais que ce n'est pas une stratégie unilatérale qui permet de générer de l'emploi à 100%. Et puis, la croissance a également créé du bien-être social, c'est vrai, mais en même temps, cela a été à l'encontre de la cohésion sociale. Donc, je pense que ce qui est très important maintenant, c'est de ne pas s'en mêler les pinceaux, de ne pas être coincé dans cette idéologie de la croissance. Je pense qu'il faut être très prudent et voir quels sont les résultats sociaux que l'on pourrait obtenir. L'emploi, bien entendu, est très important. Un emploi décent et une façon de vivre et de survivre. Le bien-être, bien entendu, pas seulement pour les plus riches, mais aussi pour les plus pauvres. Il faut promouvoir la cohésion sociale dans notre société. C'est vrai, mais cette cohésion sociale ne doit pas être générée par les fausses promesses du consumérisme. Il ne faut pas que cette cohésion sociale arrive grâce au capital social. Il faut qu'il y ait un réel accès des communautés les plus pauvres à la société et à ce bien-être. Et j'ai l'impression, dans un sens, que l'on devrait peut-être oublier purement et simplement la croissance et se concentrer pour la première fois peut-être sur les choses les plus importantes, pour ce que nous souhaitons vraiment.
Merci. Il y avait des choses pointues sur lesquelles vous aviez aussi un certain nombre de remarques, je dirais, négatives ou d'amendements à apporter. Le temps court, c'est le moment. Oui, mais tout d'abord, je voudrais quand même dire que moi, je crois profondément que les défis écologiques qui sont devant nous et les défis liés à la croissance ou de devoir infléchir cette croissance sont tellement importants que il faut surtout résister à la tentation d'en faire un débat gauche-droite. Et j'ai entendu certains des commentaires qui allaient dans ce sens-là. Moi, je crois vraiment que l'étendue des défis est telle qu'on pourra les résoudre si on actionne 4 leviers. Et ces 4 leviers ne me semblent pas être des thèmes gauche-droite. Quels sont ces 4 leviers? Un, c'est la régulation. Il faudra de la régulation. Le problème avec la régulation, c'est imaginer quelle régulation fonctionne, est efficace. C'est pas simple. On voit tout le débat de Kyoto, qui est une régulation mondiale qu'il faudrait parce que le CO2 est un problème mondial. Donc déjà, trouver une régulation, de trouver un consensus démocratique, un consensus multilatéral, c'est un grand débat. Mais la régulation, c'est une partie de la réponse absolument nécessaire et je rejoins ce qui a été dit. Je crois que deuxièmement, il y a l'effet des marchés. C'est peut-être un thème qui est moins populaire, mais je crois profondément qu'une bonne partie des problèmes peuvent se résoudre par des phénomènes de marché. Des matières premières qui deviennent plus rares parce qu'on en demande trop, eh bien on va apprendre soit à les utiliser moins, à les recycler mieux, c'est ce que mon entreprise fait, soit à trouver des autres voies. Donc les effets de marché peuvent fonctionner, mais justement dans le problème du climat, ils fonctionnent très mal et donc c'est pour ça que le problème du climat est un tel défi, parce que là, c'est vraiment de devoir accepter des contraintes maintenant pour le bénéfice des générations futures. Et ça, c'est cette solidarité intergénérationnelle qu'il faut, et c'est celle-là qui est absolument difficile de faire passer auprès d'un monde politique démocratiquement élu, parce que les électeurs aujourd'hui ne sont pas prêts pour voter pour cela. Et là, je crois que cette résistance à ces contraintes futures, elle est, à nouveau, c'est pas un thème gauche-droite, c'est les patrons qui veulent que leur entreprise croisse, c'est les actionnaires qui veulent que leurs bénéfices montent, c'est les travailleurs qui veulent chaque année l'index et plus, qui veulent travailler moins sans, oui, ils veulent la réduction du temps de travail, mais sans perte de revenus, donc besoin de productivité encore accrue. Donc je crois que là, c'est vraiment toute notre société qui est devant ce défi-là. Donc je disais, 1, régulation, 2, effet de marché, 3, innovation, parce que c'est clair qu'une bonne partie des solutions doit quand même venir de l'innovation, et l'innovation vient en partie du monde académique et il viendra en partie du monde de l'entreprise. Et 4e, il faudra vraiment un changement de comportement. Et ce changement de comportement, il est à nouveau nécessaire à tous les niveaux. Il est au niveau des syndicats. Monsieur Lemoc disait lui-même, on est attaché dans le monde du travail à la notion de croissance. C'est vrai que dans le monde de l'entreprise, on est aussi très attaché à cette notion de croissance. Donc ce changement de réflexion, de comportement, il faudra le faire à tous les niveaux. Donc c'est le message essentiel que je voudrais faire passer. C'est vraiment un thème pour tout le monde. C'est un défi énorme pour tout le monde. Et je crois qu'il s'agit vraiment aujourd'hui de conscientiser. Et je crois que la vraie seule solution qu'il faut vraiment mettre en œuvre, pas la seule, le primordial, c'est vraiment continuer ces efforts d'éducation, de prise de conscience de l'étendue des défis qui sont devant nous. Avant d'interroger vos deux collègues, parce que le temps court, je voudrais quand même, il faut être très concret. Thomas Leysen, est-ce que je me trompe si je dis que vous faites évoluer le discours, mais que vous ne changez pas les paradigmes et les paramètres du discours? Tim Jackson en appelle notamment à un certain moment à créer carrément, il en appelle au monde académique, pour créer une nouvelle théorie, notamment macroéconomique durable. Est-ce que ça veut pas
pas dire, l'idée de passer à une société de services fournis plutôt qu'à du capital détenu ou bon voilà, si je veux être très court, est-ce que je dois absolument posséder chez moi à la maison tout ce qu'il faut comme appareil, ou est-ce que de temps en temps, quand j'en ai besoin, je peux me les faire louer, prêter ou offrir en service? Ça passe aussi de ça. Est-ce que vous changez complètement les paramètres du discours ou est-ce que vous faites évoluer toujours le même? Mais je ne vois pas encore tout à fait cette nouvelle macroéconomie parce que je ne peux pas l'imaginer, mais je suis d'accord avec lui que le modèle actuel touche à ses fins, donc il faudra bien imaginer autre chose. Maintenant, je n'ai pas lu dans le livre une théorie qui fonctionne et qui m'explique comment ça fonctionnera après, mais je n'ai pas de meilleure solution, donc ce n'est pas pour rejeter. Mais faire évoluer certainement. D'ailleurs, bon, il y a de plus en plus d'acteurs économiques qui travaillent dans cette direction-là, qui posent des premiers jalons, mais de là avoir une macroéconomie qui fonctionne sans croissance et aussi d'ajuster la psychologie des gens qui est fondamentalement axée vers vouloir plus pour soi-même, vouloir plus pour ses enfants qu'on a eu soi-même, eh bien ça c'est le vrai défi et je crois que personne ici à cette table a déjà la réponse, mais je suis d'accord que notre planète devra l'imaginer dans les 50 ans à venir. Philippe de Feit, qu'est-ce que vous amenderiez dans le livre? Amender, développer, contrarier, rejeter dans le livre? Rejeter, j'ai quelques doutes. Oui, vous avez raison. Donc moi j'aurais simplement tendance à dire ce que j'ai déjà dit rapidement en disant que si les tensions, les biens positionnels, je pense que cette dynamique joue pour ceux qui, d'une quelconque manière, sont quand même un peu partie prenante de la société et joue beaucoup moins pour ceux qui sont totalement rejetés par cette société. Et donc là, je pense qu'il y aurait un approfondissement à faire et je pense que ce serait bien qu'on le fasse chez nous aussi, dans notre pays aussi, de voir comment on peut lire ce rapport, comment on peut lire ce livre du point de vue de ceux qui sont vraiment exclus dans nos sociétés. Pas ceux qui ont un peu moins d'argent ou qui sont les victimes d'une inégale distribution ou redistribution des revenus, mais ceux qui sont vraiment écartés. Je pense qu'il faut construire quelque chose. Mais il n'y a que du positif, je me permets d'insister, par rapport à ça. Moi, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que disait M. Lezen. J'ai envie de poser une question personnelle, qui est la suivante. Je ne connais pas très bien votre entreprise, mais je sais en tout cas, c'est vrai qu'elle a fait des progrès technologiques énormes et qu'elle a inventé des nouveaux métiers et des nouvelles technologies. De votre point de vue, est-ce que vous êtes plus fier d'avoir changé les choses et notamment d'avoir introduit la possibilité de recycler les métaux rares, etc., les terres rares, etc., ou de la croissance de la production que vous avez connue dans les ancêtres du Micor, où là, effectivement, on était dans des trains de... Qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction? Et je vais vous poser la question, je ne vais pas donner la réponse à votre place pour la raison suivante. Je pense que ce qu'il faut absolument enlever de l'idée, c'est que la croissance est une condition indispensable pour avoir le changement. Je pense que nous avons besoin beaucoup plus de changements, y compris des changements de mode, y compris des changements de faire, que de plus. Voilà. Et dans le développement de certaines entreprises comme la vôtre, il y a les deux. Il y a du changement et il y a du plus. Oui. Convenez, Philippe de Feit, qu'en lui posant la question par les temps qui courent, vous aviez déjà introduit quand même l'aube de la réponse, non? Vous n'allez pas me dire que c'est le temps du passé que vous enviez. Non, mais non, c'est vrai que j'ai une fierté que notre équipe, en 15 ans, a pu changer l'ancienne union minière d'une entreprise qui était considérée comme sans doute l'industrie la plus vieillotte et la plus polluante, avec un passé historique de 100 ans de pollution historique qu'on a assaini. Donc je suis fier de cela, mais on a pu faire cela dans un contexte économique où on a aussi généré les moyens de le faire. Donc je crois qu'on ne peut pas tout à fait dissocier. Maintenant, c'est vrai que je suis peut-être le plus fier de la transformation, qu'aujourd'hui, effectivement, un institut canadien nous prononce la 5e société la plus sustainable au monde. Je crois qu'il y a 20 ans, il y aura peu de gens qui auraient parié qu'on serait là en déant les 100 ans.
Thierry Jacques, vous, à la fois, donc, qu'est-ce que vous amendez, rejetez par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure dans le livre ici, ou dans la façon d'aborder les choses. Bon, chacun a une pierre dans son jardin, puisque vous développiez l'idée tout à l'heure qu'il y avait quand même dans le monde ouvrier aussi une certaine adhésion à la théorie de la croissance quelque part. Est-ce que vous pensez objectivement pouvoir un jour dire croissance zéro ou décroissance avec un monde ouvrier? Est-ce qu'il y a moyen ou un monde du travail, des travailleurs, est-ce qu'il y a moyen de convaincre certains que l'on a suffisamment pour pouvoir laisser une place aux autres? C'est pas évident quand même. Il faut être comment ça? Oui, donc comment ça, c'est vraiment la question la plus importante. Et donc je dirais, pour faire court, je préfère prospérité sans croissance que austérité avec croissance. Et je pense que ce qui est en train de se... Vous avez un grand avenir politique, vous ne le saviez pas encore, mais vous en avez un grand. Donc voilà, je crois qu'on en est là, et c'est ça que j'essayais d'expliquer tout à l'heure en disant que le bouquin de Tim Jackson nous invitait à sortir du cadre. Parce que si on reste dans le cadre, on est face à des politiques qui risquent de nous reconduire vers de nouvelles crises et de nouvelles situations, de nouvelles impasses. Donc, bon, maintenant, ça je le reconnais, et donc Tim Jackson le reconnaît aussi, la croissance ayant apporté beaucoup au monde du travail, il y a aujourd'hui une difficulté à rompre les amarres par rapport à un concept qui a été porté pendant autant d'années. L'accord interprofessionnel qui est actuellement en discussion, vous voyez bien qu'il a été construit, négocié sur base d'éléments indicateurs relatifs à la croissance et au produit intérieur brut. Donc voilà, on est toujours dans cette façon de mesurer les choses. Bon, et donc voilà, alors comment le faire? Je pense, et ce sera peut-être un peu bateau de dire ça, mais je pense que c'est vraiment un combat culturel, et le mouvement ouvrier a toujours mené un combat culturel. Ce qui est intéressant aussi dans le bouquin de Tim Jackson, c'est de voir qu'il évoque un certain nombre de choses qui sont des revendications historiques du mouvement ouvrier. Je pense que par exemple aujourd'hui tout ce qui est lié aux conditions de travail, les problèmes de stress, les problèmes de maladies liées au travail, etc., ont un rapport évidemment avec cette notion de croissance, et doivent faire l'objet d'une prise en main, et font l'objet d'une prise en main qui doit toujours être plus importante de la part du mouvement ouvrier et des organisations syndicales. Je reviens rapidement sur la fiscalité, parce que je trouve que c'est important, et peut-être que c'est notamment là-dessus que Thomas Lezen disait « ne faisons pas un débat gauche-droite ». Il n'empêche, on a le choix entre une fiscalité, des systèmes fiscaux tels qu'ils existent en Belgique et dans les pays qui nous entourent, et qui, ces dernières années, sont devenus moins redistributeurs, moins progressifs, voire pour certains régressifs. Ça veut dire que, comme Tim Jackson l'a dit dans sa deuxième intervention, pour faire court, on va demander moins à ceux qui ont beaucoup, et on va demander davantage à ceux qui ont peu, et à ceux qui sont dans les difficultés. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Bon, je sais que c'est un peu caricatural, mais il n'empêche que c'est ainsi que les choses se présentent. Donc, je pense que c'est aussi la raison qui fait que l'adhésion au levier fiscal, à l'impôt et à la sécurité sociale a perdu de son importance et de sa valeur auprès du monde du travail. D'une part parce que le système est compliqué, et que donc quand il est compliqué, il favorise ceux qui ont les moyens de faire face à cette complexité. En France, on parle des niches fiscales. Le monde parle même du Moyen-Âge fiscal. Je pense que le terme n'est pas trop faible. Il y a aujourd'hui des privilèges dans nos fiscalités. Et ça, c'est quand même un problème très important au moment où nous avons besoin de mobiliser des moyens collectifs pour effectivement construire un modèle où ce que j'ai envie d'appeler, ce que j'appelle parfois le pouvoir d'achat collectif et qualitatif, plutôt que le pouvoir d'achat individuel, a autant d'importance. Merci. Some reaction, Tim? Before we heard the reaction of the audience. Yes, very quickly. Brièvement, ce serait effectivement bien de prendre des questions du public. Effectivement, on a parlé de ce modèle. Il y a la question de la régulation du marché, etc. Et puis, bien sûr qu'il faut modifier les comportements. On a parlé de modifier les comportements. Mais la question est de savoir si on s'attend à une modification des comportements d'une manière autonome, disons. Est-ce qu'on s'attend, franchement, est-ce qu'on peut s'attendre à une révolution
à proprement parler du comportement. Vous savez, parce que toutes les structures, en fait, nous mènent à nous comporter comme nous nous comportons aujourd'hui d'une manière égoïste, égocentrique, etc. Et bon, voilà, cet appel à un changement de comportement, c'est quelque chose d'important. Il est logique, bien entendu, de dire qu'on a besoin de modifications de comportement, mais vous savez, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un changement spontané de comportement. En tant qu'individu, en tant que communauté, nous savons toutes et tous que nous sommes bloqués dans des normes, que nous sommes coincés, qu'on nous indique les mauvaises approches systématiquement, etc. Il n'est pas suffisant de demander un changement de comportement. Alors, de l'innovation, pour de l'innovation, ce n'est pas évident parce que la plupart des innovations nous placent sur la mauvaise voie. En d'autres mots, il faut une approche sophistiquée à l'innovation. Il n'est pas suffisant de demander tout simplement à ce que le marché résolve les problèmes. Pour les raisons telles que mentionnées par Thomas, il n'est pas possible de faire appel à une solidarité génération avec le système actuel, la structure actuelle. Et ce qui est important, effectivement, améliorer la croissance, ça n'est pas suffisant parce qu'il faut surmonter bon nombre d'obstacles. Et puis, c'est vrai qu'il y aura toujours des manquements. Et ce qui est important, bien entendu, c'est de protéger les droits des travailleurs, des employés. Et puis, il y aura toujours cette question également de la prospérité. Bon, moi, j'aurais tendance à argumenter avec Thomas comme quoi il y a moyen d'opter pour une approche progressiste, quand on prend ces 4 allées, mais néanmoins, il faut quand même des changements plus majeurs, je dirais, au niveau institutionnel. Hop, je vois des mains qui se lèvent. 1, 2. Il y a des micros, voilà. Je vais parler en français, je pourrais le faire en anglais, mais je pense que c'est plus facile en français. Vous avez parlé, dès le début de votre exposé, même hier, de la crise, qui a démarré il y a 2 ans. Pour moi, personnellement, je ne vois pas bien le lien direct entre la crise et ce dont vous parlez. Pour moi, la crise est une crise de cupidité, c'est-à-dire de vouloir gagner toujours plus, plutôt qu'une crise réellement de croissance, en termes de croissance matérielle, etc. Par exemple, je lisais un article sur les revenus moyens des patrons, qui ont augmenté beaucoup plus vite que l'inflation, et notamment un ancien patron qui était retraité disait mais si on lui avait proposé le revenu qu'on proposait à son successeur, il aurait trouvé ça indécent. Donc comment est-ce que vous pouvez intégrer en fait cette recherche perpétuelle de croissance dans le gain d'argent, mais qui est bien au-delà de tous les petits pourcents de croissance matérielle que l'on peut imaginer? Comment est-ce que vous l'intégrez dans votre approche? Merci monsieur, on va prendre une batterie de questions, madame. Puis on vient vers vous, monsieur. Merci beaucoup. Je ne voulais pas, moi, poser une question, mais juste apporter un témoignage. Je suis française, je suis une sociologue. Je travaille sur ces questions depuis très longtemps et je trouve admirable de réussir ici, au cœur de l'université, à organiser un tel débat et comme ça à construire, à organiser une construction d'accords. Petite construction de petits désaccords, mais fondamentalement une construction d'accords. J'étais la semaine dernière en France, il y avait les États généraux du renouveau à Grenoble, où un des ateliers auxquels je participais était intitulé « Et si la croissance ne revenait pas ?» Alors je vous assure qu'on n'a trouvé absolument aucun accord. C'est-à-dire les uns disaient « Sans croissance, rien n'est possible ». Les autres « Si », voilà. Et ça n'a débouché sur presque rien. Donc je trouve, voilà, juste pour vous dire que je trouve admirable qu'on puisse réussir à faire ça ici. C'est un 2e label décerné entre autres à Thomas Lezen. Monsieur. Vous parlez d'un nouveau cadre. Dans le cadre actuel de notre mode économique, le capital, le travail et la consommation sont des acteurs en antagonisme, en opposition. La société coopérative met au contraire le capital, le travail et la consommation dans un cadre d'alliance. Est-ce que les sociétés coopératives trouveraient leur place dans le nouveau cadre qu'on peut imaginer? Merci monsieur. Effectivement, ça rejoint ici toute une réflexion sur l'économie sociale. On va peut-être déjà reprendre. Écoutez, merci beaucoup.
Alors, Dominique, pas certain que c'était franchement une question, mais je suis ravi également d'être impliqué dans ce débat. Alors, la croissance concernant est-ce que c'est de la gourmandise ou c'est de la croissance? Non, c'est vraiment de la gourmandise, clairement. Les dérivés toxiques, c'est de cela qu'on parle. La question intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on a permis ceci? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout simplement réagi? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas encouragé d'autres comportements? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déréglementé le secteur financier? La réponse, eh bien là, on en revient à la question de la croissance. Effectivement, si on prend fin des années 70, 80, la manière de stimuler la croissance, c'était via l'expansion monétaire. Et puis, en 2-3 décennies, on a constaté une croissance monétaire gigantesque. Et c'est vrai que les marchés financiers comptaient sur la déréglementation des instruments financiers, etc. Et cela a mené à une fragilité au niveau des marchés en tant que tel. Et là, il y a eu une certaine exploitation et en fin de compte, le souhait était de maintenir la croissance, surtout dans l'économie en développement. Alors, ce qui se passe là maintenant, c'est qu'on a cette gourmandise et puis il y avait la question de maintenir le cap. Le cap. Et puis, il y avait la question de la dette publique également. Et puis, on a eu ce système associé à la dette publique. Mais ça n'est pas pérenne et cela a mené à la politique, aux politiques d'austérité actuelles. On est dans une situation à l'heure actuelle inconnue. On ne sait pas où on pourra trouver une croissance, où on peut aller puiser pour recouvrir une croissance. Et puis, effectivement, on a parlé de croissance ou de gourmandise, mais effectivement, on parle bel et bien de gourmandise également. Je dirais que dans une approche traditionnelle, il y a une certaine opposition et puis nous sommes dans une position un peu différente. Maintenant, nous sommes dans une position où le capital est plus socialisé. Il y a cette notion de distribution de capitaux, etc. Mais néanmoins, c'est vrai que les systèmes n'ont pas fonctionné. Et si on compare à ce qui se passait à l'époque du socialisme, etc. Et puis, effectivement, là, on parle de différents modèles de coopératives, d'entreprises sociales. On parle de distribution. Et puis, la question est de se centrer sur des activités proposant des services au niveau local. Et ce qui est important, c'est également la question de la sécurité financière, etc. Bien entendu, il faut faciliter tout cela via des changements institutionnels importants. Mais effectivement, d'après moi, il s'agit de lieux essentiels. Il faut chercher des idées là. Et puis, ce qui est important, c'est l'entreprise sociale, l'entreprise, la coopérative, même en temps de crise économique sans précédent. Et je pense que ça, c'est une avenue quand même très prometteuse, une voie très prometteuse. Merci. Totalement subjective, madame et monsieur, on n'aura pas oublié les hauts, ni la gauche ni la droite. Voilà. Oui, moi, voilà, je voulais manifester mon étonnement et ma déception d'entendre parler de solidarité intergénérationnelle, interprofessionnelle, de crise, de l'inégalité de la répartition des biens et des richesses, et de ne pas entendre cette inégalité transversale à tous ces appels à solidarité et à tous ces constats d'inégalité, qui est l'égalité entre les genres. Je suis déçue de ne pas en avoir entendu parler alors qu'elle est vraiment à considérer à tous les niveaux auxquels vous faites allusion. Je me demandais si c'était dû au fait qu'il n'y a que parmi les intervenants, ça fait 5 hommes sur 5 intervenants. Vous inquiétez pas, madame. Vous inquiétez pas, je pense que numériquement, vous êtes plus important dans la salle. Monsieur, le micro vous arrive, on va peut-être déjà réagir à la première. Ah, je crois reconnaître... C'est pas voulu. Bien, le micro va vous arriver, peut-être déjà une première réaction à la question de genre.
Bon, oui, Thomas Lezen. Je crois que la question de genre est un débat intéressant qui vit aussi dans le monde des entreprises. Je crois qu'il nous mènerait loin de le mettre ici, mais je ne crois qu'il a très peu à voir avec le problème de la croissance ou non. Le fait qu'il n'y a pas de femmes dans ce panel, Madame de Melen était invitée, elle a dû se décommander en dernière minute, donc je crois que les organisateurs avaient bien l'intention d'avoir une femme autour de la table. Ouais, Thierry Jacques. Mais je ne comptais rien dire parce que je trouve que Madame a raison, mais quand même, Monsieur Lezen, je pense que ça a à voir. Je pense qu'on est dans un modèle de société et de marché du travail qui effectivement distribue les rôles d'une certaine façon et que donc quand on parle de croissance, par exemple, notamment les services aux personnes, etc., de qualité du travail, de conditions de travail, on est là avec des inégalités de genre qui sont très importantes. Donc pour moi, en tout cas, si je peux me permettre, ça a beaucoup à voir avec la réflexion sur la prospérité. Et ce n'était pas... Ce n'était pas téléphoné, mais ça fait presque scénario écrit. Donc je sais la parole à Benoît de Rennes qui va nous parler des générations futures. Je me trompe pas. Hein. Oui, Benoît de Rennes, Fondation pour les générations futures. Juste, étant donné que nous sommes des acteurs de terrain, préoccupés de développement durable au quotidien, la seule question que j'aurais au panel, c'est call to actions. C'est-à-dire ici un public d'étudiants, un public de profs d'UNIF, d'entrepreneurs ou de tout autre acteur dans la société. C'est un débat tout à fait essentiel qui est en train d'être posé. Thomas Lezen a constaté lui-même que d'ici 30 à 50 ans, on était face à un mur. Et donc la question est bien de dire, étant donné qu'il s'agit de transformation de comportement et de mentalité en priorité et des acteurs dans leur comportement, il y a effectivement des transformations très profondes à induire et elles doivent se faire progressivement, mais dès aujourd'hui. Et donc, what next now? Merci Benoît. Je rajouterai pour ma part une toute petite touche. On a vu quand même que beaucoup d'effets de ce qu'on appelait à une certaine époque le capitalisme se sont développés dans un fond d'inégalité, de tension et d'autoritarisme. On a vu que des alternatives, je pense évidemment par exemple au modèle soviétique, se sont développées sous fond d'autoritarisme. C'est le cas encore en Chine. Est-ce qu'aujourd'hui il va falloir attendre d'avoir autrement encore plus mal? En gros, est-ce qu'il va falloir qu'on ait tous collectivement mal d'une manière ou d'une autre pour que l'on accepte de passer aux actes? Go to conclude. What are we going to do now? I think I have. J'ai un communiqué de presse là maintenant, mais bon, voilà. Blague à part. Le programme doit inclure une certaine marge de manœuvre, comme je l'ai dit précédemment. Nous sommes un carrefour historique. Et je dirais qu'on a atteint la fin d'un modèle de progrès et maintenant on a un énorme défi à relever. On doit réinventer la roue quelque part, le concept même. Et puis, il y aura différents formats. Il faut agir. Il faut un espace politique. Il faut débattre tout cela quant aux actions de stimulation. Il faut vraiment travailler sur le terrain, lancer des initiatives avec une différente approche. Il faut différentes structures, formats d'investissement. Il faut se concentrer sur l'intérêt des communautés. Il faut également se pencher sur les plus exclus, les plus précaires dans la société. Il faut des initiatives de base. Il faut un projet intellectuel. Il faut vraiment un système qui soit franchement pérenne, durable. On ne détient pas de potions magiques là ou de formules magiques, mais il faut un programme stratégique d'action absorbant notre énergie intellectuelle, notre énergie sociale, notre activisme, notre engagement politique et également sans faire les uns pour les autres, se serrer les coudes dans les décennies à venir. C'est un lieu franchement intéressant, agréable et ce qui est important, c'est qu'effectivement, on revendique nos droits en tant qu'être humain. Ce sens de la liberté également qu'on n'a peut-être plus depuis des dizaines d'années. Et puis, il faut vraiment honorer nos promesses et faire ce qu'on a à faire pour les générations à venir. Je vous remercie.
Ma précédente rédactrice en chef avait l'habitude de conclure lorsque je lui exprimais ma frustration de n'avoir que 25 minutes d'émission en me disant « c'est parfait, c'est la raison pour laquelle tu reviendras demain ». Je sais que je vous ai frustré, mais, parce qu'on a trop peu de temps, mais je sais que de ce fait-là, vous aurez envie de revenir, de re-questionner. Isabelle Cassirs, quelques mots pour la fin. Merci, bonsoir. J'ai le privilège de pouvoir clôturer cette session. Je voudrais vous dire au nom de l'UCL, du recteur ici présent, de Philippe Barret et moi-même qui sommes pour l'occasion les parrains et marraines de Tim Jackson, combien notre communauté est heureuse de l'accueillir dès demain en son sein puisqu'il va recevoir le titre de docteur honoris causa. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir cette pensée très stimulante qui nous incite à l'engagement, à la pensée au changement. Je voudrais aussi remercier chacun des intervenants et l'animateur de cette table ronde de nous faire progresser dans cette réflexion qui sera nécessairement un jour ou l'autre conflictuelle, compliquée. Et donc je suis très heureuse d'avoir pu entendre des avis qui ne sont pas toujours consensuels et c'est le chemin que nous devons suivre. Et je voudrais vous remercier aussi tous d'avoir été là nombreux et je pense que ça a été pour nous tous, votre présence et ce débat, une raison d'espoir. Je vous remercie.